Poursuivons notre soirée avec un autre sujet que nous allons partager, celui de l'intelligence artificielle. Les prévisions sont énormes avec un marché qui devrait atteindre à horizon 2032 1300 milliards de dollars avec un taux de croissance moyen de 42%. Je vous propose de poursuivre sur le sujet de l'intelligence artificielle avec notre prochaine séquence, une table ronde intitulée IA, quels enjeux pour les entreprises après l'euphorie déclenchée par ChatGPT. Place à la seconde table ronde de cette soirée autour de l'intelligence artificielle. Alors évidemment, vaste sujet depuis l'euphorie déclenchée par l'arrivée de ChatGPT. J'aurais dire euphorie, voire même hystérie. C'est ce qu'on va un petit peu évoquer ensemble. Et justement, pour en parler, je suis avec trois invités. À ma gauche, j'ai Vincent Perra, le directeur technique écosystème France chez IBM. Bonsoir Vincent. Bonsoir et bonsoir à tous. Avec son fan club. À ses côtés, nous avons Franck Gaillard, Senior AI Solution Architect chez Microsoft. Bonsoir Franck. Bonsoir à tous. Et enfin, nous avons Nicolas Saïdes, qui est en charge des alliances cloud pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique chez Nvidia, qui est un acteur hardware, mais aussi software. C'est ce que nous verrons un peu plus tard. Bonsoir Nicolas. Bonsoir à tous. Alors forcément, on constate en ce moment qu'il y a un élan extraordinaire autour de l'IA générative, et forcément, j'ai envie de parler tout de suite à Franck, puisque Microsoft a fortement investi dans OpenAI, la société derrière ChatGPT. On voit qu'il y a un changement de paradigme chez Microsoft. Qu'est-ce qui vous a frappé justement dans le potentiel de cette entreprise pour justement mettre le grappin, puisque c'est pas une acquisition, pour anticiper la révolution qui allait arriver? Oui, alors effectivement, lorsqu'on parle de ChatGPT, il faut parler de OpenAI. Donc OpenAI, c'est, comme tu disais Maxence, une société qui a été créée en 2015, dont les principaux actionnaires étaient Sam Altman, et Elon Musk, et qui était une société open source. D'accord ? Donc ils partageaient ces modèles. Donc ces modèles, on parle de modèles LLM, donc pour Large Language Model, vous avez peut-être entendu cet acronyme. Et ChatGPT, donc, fait partie de cette famille de modèles. Donc Microsoft, effectivement, s'est rapproché de OpenAI en 2019 à travers un partenariat dans lequel Microsoft a injecté $1 milliard, d'accord, dont l'objectif de Microsoft était de porter ces modèles dans le cloud Azure. Ce partenariat s'est conforté, je dirais, avec un nouvel investissement début janvier 2023 d'environ $10 milliards, d'accord, et tout ça pour dire qu'on en est, je dirais, aux prémices. On a déjà pas mal avancé côté Microsoft, mais je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Et on verra comment justement Microsoft a infusé les modèles de OpenAI à travers ses solutions. Oui, on voit que d'une certaine manière, ChatGPT a prouvé que la technologie était prête et que c'était plus juste un fantasme, et on voit tout ce qui s'en est suivi. Forcément, quand on voit les possibilités offertes par la générative, ça donne des idées à pas mal d'entreprises, mais bon, faire de l'IA pour faire de l'IA, ça n'a pas grand intérêt. Nicolas, justement, aujourd'hui, quels sont un petit peu les bons éléments pour se dire, là, c'est le bon moment de se lancer dans l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire dans cette réflexion? En fait, je pense que, alors je sais que l'événement aujourd'hui s'appelle Tech for Tomorrow, mais je pense que ce que ChatGPT a prouvé, c'est que c'est des Tech for Today. C'est qu'aujourd'hui, il y a des technologies qui fonctionnent et qui peuvent s'appliquer à un grand nombre de domaines de à peu près toutes les entreprises. Donc l'IA générative, le chat en est un. Ça va s'adresser à toutes les entreprises qui ont une vaste base de connaissances. On parlait des données accumulées dans la session précédente. Donner du sens à ça, le tagging manuel, le tri, etc., ça a ses limites. Aujourd'hui, une intelligence artificielle de type ChatGPT déployée en mode privé ou customisée va aller permettre d'aller aider les employés de l'entreprise ou ses clients à accéder à cette base de connaissances, à trouver les bonnes réponses. Il faut aussi se poser la question de... On parle de modèle de langage, alors on a tendance à penser au langage humain. Il y a plein de choses qui sont des langages, en tout cas du point de vue d'une IA. Le code informatique, donc vous avez des développeurs. Si votre développeur, au lieu de faire 100 lignes de code par jour, il en faisait 500 ou 1 millier, aidé par une IA, à quel point ça pourrait aider à faire avancer vos projets. Les protéines, c'est un langage. Donc si un laboratoire peut utiliser une IA pour faire 10 candidats de médicaments au lieu d'un dans le même temps, quel est l'impact que ça peut avoir sur la santé, sur les progrès de la médecine. Donc
La question à se poser aujourd'hui, c'est deux choses. C'est un, quels sont les points où j'ai le plus à y gagner, moi, dans mon entreprise, là où je vais pouvoir bénéficier de l'IA pour donner du sens à ma donnée, pour créer, itérer plus rapidement. Et la deuxième question à se poser, c'est quelles sont mes compétences? C'est-à-dire, est-ce que je vais prendre quelque chose sur étagère, qui sera peut-être pas totalement customisé, pas totalement privé, etc., mais que je vais pouvoir avoir très vite? Ou alors, est-ce que c'est une compétence qui va devenir mon cœur de métier, que je veux internaliser et développer ça depuis la base, avoir un chat GPT privé qui soit uniquement basé sur mes données. Et donc les deux choix ont leurs avantages et leurs défauts, mais c'est vraiment cette partie-là qu'il faut avoir sur qu'est-ce qu'on veut avoir à l'arrivée et quelles sont les compétences pour simplement tirer le meilleur parti de ces nouvelles technologies pour délivrer de nouveaux produits, offrir de nouvelles expériences à ses clients ou simplement gagner en efficacité. Il y a la question du pourquoi, puis après il y a la question du comment. Forcément, on se lance dans cette IA générative. Justement, Vincent, quelles sont un petit peu les possibilités? On voit qu'on peut soit tout construire soi-même, mais là, ça va prendre du temps, bon courage, ou passer par une approche hybride. Ça peut peut-être être un peu plus simple, entre guillemets, à déployer, mais sous condition, évidemment. Alors effectivement, la question du pourquoi est importante. Je la relierai à un premier élément, c'est le cas d'usage. La première question qu'il faut se poser, et je crois que ça a été dit dans une table ronde précédente, on ne fait pas de l'IA pour faire de l'IA. Et on fait encore moins de l'IA générative pour faire de l'IA générative. Et on pourra parler de la thématique RSE liée à l'IA générative par la suite. Mais le premier élément, c'est le cas d'usage. Chez IBM, on travaille avec des clients de manière plus que quotidienne sur un certain nombre de cas d'usage. Et on en a remonté 3 qui avaient une force importante initialement. C'est toute la partie expérience client. Donc effectivement, travailler sur des corpus documentaires et simplifier dans une approche conversationnelle l'accès à ces corpus documentaires pour des clients. Augmenter ce que l'on a fait depuis un certain nombre d'années en termes d'assistants conversationnels pour être dans une approche beaucoup plus naturelle. Et ce qui est intéressant dans la courbe d'adoption de ChatGPT, c'est que ça a ouvert au grand public ses capacités de dire oui, je peux interagir de manière la plus naturelle possible avec un système. Donc l'expérience client est important. Le deuxième, c'est toute la notion d'expérience employée et comment je leur simplifie la vie dans une approche de productivité. Alors soit ça peut être des productivités dans j'interagis avec un système informatique de manière la plus triviale possible, ou j'automatise un certain nombre de processus pour me simplifier la tâche. L'exemple qu'on fait en intelligence artificielle en France depuis un certain nombre d'années, c'est toute la notion d'analyse d'email qu'on faisait avec de l'IA traditionnelle, machine learning, où je suis capable de détecter la demande ou les demandes, je suis capable d'évaluer le degré d'importance de l'email, d'urgence. Maintenant, je peux aller encore plus loin, je peux extraire en synthèse les points qui sont remontés par le client, je peux être capable de fournir une réponse, je peux être capable de faire cette synthèse non pas sur un email, mais sur plusieurs échanges. Donc partir du cas d'usage. Et le deuxième, c'est être dans une démarche itérative de prototypage, tester comment va se mettre en place cette IA dans un processus, comment elle va être accompagnée en termes de change, parce qu'il faut aussi que l'utilisateur, que ce soit un client ou un interne, adopte la solution, et qu'on soit capable de montrer qu'elle passe à l'échelle. Qu'elle passe à l'échelle soit en étant consommée sur du cloud, soit en étant consommée on-prem sur une infrastructure hébergée par le client. On voit aujourd'hui que c'est le principal défi, passer du laboratoire à la phase de production, ce qui n'est pas une mince affaire. Justement, qu'il est un petit peu la clé pour réussir ce passage à l'échelle. Je vais me tourner vers vous, Franck, justement, pour ce passage à l'échelle. J'imagine qu'avec ChatGPT, il y a quand même quelques possibilités qui sont offertes. Oui, en effet. Donc, alors, je rejoins mes camarades sur le fait, pour parler de cas d'usage, parce que c'est vraiment le cas d'usage qui va déterminer l'usage après qu'on va faire d'IA générative. Qui va déterminer finalement le succès des IA génératives. Tout à fait. Et alors, le passage à l'échelle, tout à fait, c'est le cloud qui va le permettre. Aujourd'hui, la puissance du cloud. Et d'ailleurs, pourquoi aujourd'hui? Pourquoi on parle aujourd'hui d'IA générative? D'accord, le concept d'intelligence artificielle, il date de 1956. Les premiers travaux qui ont été effectués, c'était de la théorie. Mais aujourd'hui, bien sûr, ça a évolué au cours du temps. Il y a eu le machine learning, il y a eu le deep learning, qui est un sous-ensemble du machine learning. Maintenant, l'IA générative, qui est un sous-ensemble du deep learning. Dans tout ça, ça regroupe des réseaux de neurones. D'accord ? Ce sont des algorithmes qui, d'un point de vue théorique, existent depuis de nombreuses années. Les premiers réseaux de neurones, c'est les années 40. Seulement, il nous manquait quoi? La puissance, en fait, pour déployer en production ce type d'algorithme et ce type de modèle. Aujourd'hui, le cloud, et là, je me tourne vers Nicolas, notamment grâce à la GPU, qui va permettre d'exploiter ces nouvelles sources de données,
Parce que c'est important, on parlait de data tout à l'heure, et il est important de voir qu'aujourd'hui, on peut analyser des nouvelles sources de données qui existaient, mais qu'on n'exploitait pas parce qu'on n'avait pas la capacité à les exploiter. J'entends par là des données de l'image, la vidéo, le son, d'accord ? Toutes ces sources maintenant sont exploitables. Et là, on va parler de modèles avec GPT-4, notamment de modèles multimodaux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, certains d'entre vous ont peut-être testé, mais si vous allez sur un moteur de recherche type Bing, par exemple, donc notamment Bing Chat, vous avez, si vous testez Bing Chat, aujourd'hui la capacité d'uploader une photo et de demander ce qu'il voit sur la photo. Alors, il y a un petit exemple où il y a une photo, vous uploadez, c'est sur OpenAI et sur le site d'OpenAI, vous pouvez trouver ça, où vous avez une photo où il y a du lait, des œufs, de la farine, et vous posez la question, quelle recette je peux faire ? Et donc, il va comprendre l'image, et puis il va vous dire une liste de recettes qu'il peut faire avec ça. Alors, il y a d'autres éléments, des aliments, pardon. Voilà, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, la puissance du cloud va permettre effectivement de déployer en production dans ces modèles. Voilà. Alors après, on en reparlera, si moi je suis un peu bavard, on en reparlera après. Aujourd'hui, les entreprises, certaines entreprises, et peut-être mes camarades seront d'accord avec moi, hésitent un petit peu à partir sur l'IA générative. Alors il y a beaucoup de POC, beaucoup de tests, mais la mise en production encore, voilà, ça va prendre, mais ça met du temps. Et après, on pourra parler peut-être des raisons pour ça. Non, en tout cas, vous avez mentionné un point intéressant sur la puissance du cloud, la puissance de calcul et de la collaboration notamment avec NVIDIA, qui travaille d'ailleurs en étroite collaboration avec Microsoft, mais qui n'est pas seulement visé sur le plan hardware, que je disais en intro, mais aussi sur le plan software. Ça fait quand même beaucoup de choses à adresser pour une grosse thématique. Alors effectivement, les stacks qu'il y a dans l'ensemble incluent beaucoup de composants et sont plutôt complexes quand on les regarde de très loin. Alors le GPU en est un élément important. Si on prend ChatGPT, qui était GPT-3 en l'occurrence, ça avait été entraîné sur à peu près 10 000 GPU NVIDIA d'ancienne génération. Si on passe sur la nouvelle génération, on va probablement accélérer 4 à 5 fois, puisqu'ils ont été spécialement designés pour les modèles de langage. Mais à ça, on a aussi fait des progrès en software. Donc le hardware va l'accélérer 4 à 5 fois. Nos nouveaux softwares disponibles pour nos clients qui veulent réentraîner leur modèle ou simplement adapter un modèle existant va encore faire un gain de performance de 2 à 3 fois. Donc par rapport à il y a 2 ans, 3 ans, quand GPT-3 a été installé, si on devait le réentraîner aujourd'hui sur les mêmes données, mais avec le dernier hardware, avec le dernier software, on ira à peu près 8 à 10 fois plus vite. Donc c'est tout ça que NVIDIA fournit à ses clients. C'est vraiment cette plateforme. On n'a pas de produit fini. On va s'intégrer au cloud comme Azure, aux serveurs, HPE, par exemple, pour citer ceux qui sont venus sur scène aujourd'hui. Et donc, on va s'intégrer à tout ça pour offrir aux clients la meilleure plateforme pour obtenir les résultats le plus rapidement, qui veulent réentraîner depuis le départ ou adapter des modèles existants à sa base de données spécifique ou à son cas d'usage bien spécifique. Alors, autant on entend beaucoup entendu parler de NVIDIA et Microsoft, c'est-à-dire moi, dans cette partie d'intelligence artificielle, peut-être pas forcément IBM, qu'on a beaucoup entendu sur le quantique ces dernières années. J'ai envie de dire quid de l'intelligence artificielle, qui est d'abord une thématique sur laquelle vous ne pouvez pas passer à côté. C'est une thématique sur laquelle on était là et depuis maintenant un certain nombre d'années. Vous citiez la conférence de Dartmouth, il y avait 2 IBMers pendant cette conférence et on a illustré ces dernières années un certain nombre de choses autour de l'intelligence artificielle. Si on prend Watson, il y a maintenant une dizaine d'années. Sur l'IA générative, on a une approche un peu différente. Déjà, on est un acteur technologique, on n'est pas dans une affaire de l'IA pour nous en tant que société qui expose des services sur Internet, comme pouvait l'être un ChatGPT ou d'autres acteurs. Notre but est vraiment d'accompagner les clients avec des plateformes technologiques. L'approche qu'on a est une approche principalement logicielle, qui s'appuie sur le cloud IBM, demain sur d'autres clouds, on en parlait tout à l'heure avec Franck, sur le cloud Azure, sur le cloud AWS, mais aussi dans une approche pour certains de souveraineté sur leurs propres infrastructures, s'appuyant sur des GPU NVIDIA ou d'autres solutions. Et notre vision, c'est comment je fournis la stack logicielle et les capacités et les modèles. Et ça, c'est aussi un autre élément, c'est qu'on a la conviction chez IBM qu'on n'est pas dans une approche one model fit all. Chaque cas d'usage va potentiellement être pertinent pour une typologie de modèle ou une problématique donnée. La taille du modèle a aussi une importance. Plus le modèle est gros, plus il va consommer. Est-ce qu'il va être capable de s'adapter de manière contextuelle au domaine considéré du client ?
On a annoncé il y a quelque temps un modèle, une famille de modèles spécifiques de plus petite taille, adaptés à certains verticaux, et dans un premier temps les verticaux autour de la finance, sur lequel on a, et ça c'est vraiment un élément important pour nous, c'est toute la thématique de transparence et de confiance. On y reviendra je pense dans quelques instants, mais comment je m'assure que le résultat qui va m'être fourni par une IA, je peux en avoir confiance, je peux prendre la responsabilité du résultat. Pour nous, un des éléments qui est clé dans cette confiance, c'est la notion d'open source. C'est l'open source sur les données. Quelles ont été les données qui ont servi à l'entraînement de ces modèles? Et sur la famille de modèles qu'on a annoncé, on a été encore plus loin. C'est qu'on a déjà fait une curation de l'ensemble de ces données. On a payé le copyright aux acteurs sur lesquels on a consommé de la donnée. Et on va jusqu'à indemniser les clients en cas de problème lié à ces données-là. Donc on est dans cette démarche de comment je facilite les barrières de confiance sur l'adoption de l'IA et bien entendu être un accélérateur technique en fournissant les bonnes technologies pour pouvoir le faire. J'ai envie de dire, il y a 3 notions importantes à relever, peut-être défis, transparence, confiance et souveraineté. Justement, du côté de Microsoft, quand on aborde cette thématique, puisqu'il y en a beaucoup de personnes aujourd'hui qui pensent que l'IA va supprimer leur emploi, que c'est la fin du monde, c'est Armageddon, c'est Minority Report, ou tout ce que vous voulez. Comment on fait un petit peu pour restaurer un peu de confiance auprès d'utilisateurs et des personnes qui peuvent se sentir menacées par cette IA? Oui, alors je pense que la question de rassurer les gens est très importante, et puis que ça puisse faire peur, je comprends aussi. D'accord? Parce que vous parliez des films de science-fiction, tout ça, on a des images de l'IA. Alors, moi, je dirais déjà, l'IA, c'est un outil. Il faut que ça reste un outil. C'est un outil à disposition de l'être humain. D'accord? Après, vous allez en faire ce que vous voulez. Mais à la base, ça doit rester un outil. Alors, sur la partie confiance, Microsoft va s'engager sur différents axes. D'accord? Déjà, toutes les solutions que Microsoft va développer autour de l'IA vont s'appuyer sur ce qu'on appelle l'AI éthique. C'est-à-dire, il y a 6 principes sur lesquels on va vraiment s'appuyer pour développer toutes ces solutions autour de l'IA. D'accord ? À côté de ça, il y a les data. Alors, il y a eu beaucoup de questions. Moi, de la part des clients, j'ai eu beaucoup de questions. Oui, mais est-ce que nos données sont sécurisées dans Azure? Est-ce que vous les utilisez pour améliorer vos propres modèles? Alors, la réponse est non. Microsoft n'utilise pas les données de ses clients pour améliorer les modèles de LLM. D'accord? Donc ça, c'est un point qui est très important. Et tout à l'heure, Vincent l'a abordé, hein, le thème aussi du copyright. Alors ça peut effectivement, avec des solutions, des modèles comme DALL-E qui vont générer des images. Alors on peut dire, génère-moi telle image à la façon de Picasso. Alors bon voilà, alors après on peut imaginer la famille Picasso qui irait se dire, ouais, mais vous avez imité notre aïeul, etc. Voilà. Dans toutes les questions de copyright, Microsoft a communiqué il y a quelques jours sur le copyright Copilot, c'est-à-dire que s'il y a un procès que l'entreprise perd et doit payer, c'est Microsoft qui paiera. Donc il s'engage à payer pour l'entreprise s'il y a un problème lié au copyright. Ça risque de coûter un peu cher, non? C'est comme quoi on a confiance dans nos solutions. Oui, en tout cas, ça dit tout aussi de la possibilité qui soit offerte et puis du fait aussi qu'on choisit de faire ce qu'on veut faire de cette IA générative, que ça va être un outil, justement, du côté de NVIDIA, qui est un petit peu votre approche pour rappeler un petit peu les basiques et faire en sorte que voilà, cette IA, elle soit entre guillemets raisonnée, qui est un peu des garde-fous. Ça, j'ai envie de dire, c'est un petit peu votre problématique, mais c'est aussi la problématique des États. Mais bon, vous avez aussi aujourd'hui une puissance en tant qu'entreprise technologique qui est assez importante. En fait, on propose avant tout des outils. Donc la question de la sécurité, elle va se poser parfois au moment du déploiement. Néanmoins, on a un certain nombre de choses que nous, on va proposer. D'une part, une très grande partie de nos softwares mis à disposition, modèles préentraînés, etc., sont centralisés sur une plateforme, on va dire, sélectionnée, y compris des modèles open source, ou même modèles open source, framework open source, sont mis à disposition par NVIDIA sur une plateforme qui s'appelle NVIDIA GPU Cloud, qui est un repository avec tous nos modèles, sur lequel on peut éventuellement mettre du support, mais on peut démarrer gratuitement. Donc déjà, ça offre une source sécurisée pour démarrer, pour tester les modèles, etc. Après, sur la sécurité au moment de la mise en œuvre, alors il y a une large part qui est liée à nos partenaires, OEM, cloud, services, puisque la mise en production va dépendre d'eux. Néanmoins, notamment sur les modèles de langage, on a un système qui va s'appeler Guardrail, qui va justement permettre à l'entreprise de fixer des règles. Tu es un chatbot sur le support, tu n'as pas le droit de répondre sur les données financières de l'entreprise, etc. par exemple, et donc pouvoir fixer des règles afin que, au moment de la mise en production,
certes, ça a été entraîné sur un certain nombre de données d'entreprise, mais on est capable de dire, tu vas exclure certaines réponses, tu vas exclure certains sujets, et simplement dire, je ne réponds pas. On nous fournit aussi les outils sur les sécurités, pas tellement sur l'infrastructure dans ce cas-là, parce qu'elle ne dépend pas de nous, mais au moins sur les outils d'IA, pour que ce soit une IA, on va dire, responsable dans sa façon de répondre. Alors maintenant qu'on a remis un petit peu l'église au centre-village, quels sont un petit peu les conseils qu'on pourrait donner aux entreprises qui hésitent encore à se lancer dans cette aventure qu'est l'IA générative pour briser un petit peu les dernières frictions? Voilà, si je commence avec vous, Vincent, quels conseils vous pourriez donner à une entreprise qui voilà, n'est pas très emballée à l'idée de s'aventurer là-dedans? Ben, le premier conseil, déjà, c'est de s'interroger. Et je pense que le fait qu'on soyez là et qu'on ait mis ce sujet au centre de la table illustre bien le fait que c'est maintenant qu'il faut y penser. Et il faut y penser dans une réflexion qu'on évoquait tout à l'heure de cas d'usage, en disant je regarde mon système d'information et mes process métiers internes et externes de manière holistique, et je me dis, basé sur les interactions que je peux avoir avec un certain nombre de sociétés de services, avec des présentations auxquelles j'ai pu assister ou des articles que j'ai pu voir, quels sont les cas d'usage que je peux transposer et se lancer sur des tests. On aime bien le terme, nous, de MVP. C'est globalement une maquette, un prototypage qu'on va co-construire avec des clients pour illustrer le fait que, et ça c'est vraiment un élément important, ça amène une valeur métier. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce type de technologie, ça a un coût. Donc il faut avoir des cas d'usage qui sont rationnels par rapport au coût engendré. Et deuxièmement, c'est qu'on va être capable de le passer à l'échelle, dans une thématique de confiance. Mais le premier élément, c'est commencer maintenant. Et il y a déjà un certain nombre d'organisations qui ont commencé, qui expérimentent ce type de technologie. Gardez aussi à l'esprit que ce type de technologie, elles sont hybrides. L'IA générative ne remplace pas toutes les IA ou les typologies d'IA qu'on avait par le passé. C'est peut-être dur parfois de se retrouver justement machine learning, deep learning, IA générative. Les entreprises sont peut-être un peu noyées derrière un jargon parfois difficile à cerner par moment. C'est vrai qu'il y a un jargon un peu technique. On parlait de deep learning, de machine learning, un peu de théorie des ensembles, en disant que c'est une sous-partie de ça. En fait, on peut le faire de manière un peu plus simple. Quand je suis sur du machine learning traditionnel, je vais être capable de prédire des valeurs ou je vais être capable de classer des données. La dame tout à l'heure parlait de classer dans des boîtes. L'IA générative, je vais être capable de générer du contenu. Et c'est vraiment ce nouveau paradigme qui était introduit et qui ouvre toute une facette de nouveaux cas d'usage qu'on n'imaginait pas avant. Dès que, et alors chez IBM et d'autres organisations, on n'aime pas forcément le terme de LLM, de Large Language Model, parce que ça résume trop à c'est du langage. Et en fait, le son qu'on évoquait tout à l'heure, l'image, sont d'autres typologies de médias qu'on va être capable aussi d'utiliser ou d'inférer en termes de cas d'usage. Donc penser le cas d'usage, le penser dès à présent, mais j'ai bien aimé ce que tu évoquais tout à l'heure sur ça va générer de la valeur. Intrinsèquement, on en est convaincu et le marché, le trend est là. Soyez maître de cette valeur. Ne déléguez pas cette valeur à un tiers. N'appelez pas un API quelque part dans une boîte noire, mais maîtrisez la valeur que vous allez avoir et que vous allez générer de cela. Justement, je vais laisser Nicolas le mot de la fin en 1 minute. Allez. Non, je pense qu'effectivement, j'avais un de mes partenaires qui avait résumé à peu près sur l'IA, c'était stop testing, start doing. Ça fait longtemps qu'on en parle et je pense que il y a des entreprises qui vont avoir des fortes compétences internes et qui vont développer des modèles de langage entiers, qui vont pouvoir prendre les 10 000 GPU, etc. Mais pour toutes les entreprises, démarrez par le cas d'usage. Vous voulez faire quoi ? Il y a des choses très très simples à mettre en œuvre, à tester, avec des modèles préentraînés, avec quelques serveurs que vous allez démarrer en interne ou dans le cloud, avec des partenaires services qui peuvent vous conseiller. Avec un écosystème, c'est la force d'un NVIDIA aussi, on a un écosystème de milliers d'éditeurs qui vont adresser ce challenge. Votre problème, c'est le contrôle qualité. On va vous présenter une dizaine de sociétés qui peuvent faire du contrôle visuel. Votre problème, c'est aider le support avec du langage. Très bien, on a quelques-unes, etc. Donc, ne vous bloquez pas sur la complexité de la technologie, des mots complexes, etc. C'est qu'est-ce que vous voulez faire et qu'est-ce que vous voulez faire vous-même ou obtenir un petit peu plus sur étagère avec simplement une customisation. Si vous arrivez à répondre à ces questions-là, vous avez tout ce qu'il faut pour démarrer. Eh bien, ce sera une belle conclusion. Merci beaucoup à vous trois pour cet échange et je redonne la main à Pierre. Merci à tous les quatre. Merci à tous les quatre pour cette deuxième table ronde de Tech for Tomorrow, événement signature de TD Synnex.